Voilà, on va démarrer, allez, on va être galant et laisser la parole aux dames. Avec Hélène de Saint-Front, vous êtes cofondatrice de l'agence Bi-Harmoniste. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, votre parcours. Vous avez créé une première entreprise il y a de ça quelques années au Portugal, vous allez nous l'expliquer. Et puis aujourd'hui, vous avez créé une nouvelle entreprise qui utilise voilà, un certain nombre d'outils, d'éléments pour apporter, on va dire, du bien-être, de la cohésion, pour que tout aille bien dans l'entreprise. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc, puisqu'on est là pour parler de rebond, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire que ma vie professionnelle était une succession d'échecs. J'en ai eu 3 ou même 4, c'est-à-dire effectivement, ça a commencé par les échecs entrepreneuriaux. Donc, j'ai essayé de monter 2 boîtes au Portugal. C'était des sociétés qui faisaient quoi dans la vie? Alors, une première société qui faisait des casiers consignes électroniques sur les plages et les festivals pour mettre vos affaires en sécurité. L'idée était très bonne, mais on a eu un conflit d'associés avec une personne en qui j'avais placé beaucoup de confiance et qui l'a bien trahi. D'accord. Un deuxième projet, c'était donc rien à voir, c'était un projet de solution d'IT appliqué à tout ce qui est Smart City. Donc c'était ce qu'on appelait un Urban Operating System. Là, c'était une société qu'on avait cofondée avec des Américains. Je vous ai perdu, ça fait quoi ça, les IT? Alors, Urban Operating System, en fait, le principe, c'est de créer une plateforme IT sur laquelle peuvent se plugger toutes les applications qui vont gérer les données de la ville en direct. Donc, des applications pour gérer les smart grids, l'énergie, pour gérer les transports, gérer la communication, gérer les déchets, l'eau, etc. Et ça n'a pas marché non plus? Et on était trop en avance, en fait. C'est-à-dire que les villes n'étaient pas du tout prêtes encore à investir sur ce genre de solution. Donc, c'est pas que ça a échoué, mais simplement, ça a fait qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Il y a eu aussi, là encore, un excès de confiance. J'étais pas la dirigeante cette fois-ci, j'étais une associée. Et le CEO, lui, était beaucoup trop optimiste. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment qu'on aurait des millions qui rentreraient en quelques années. Et du coup, il n'a pas anticipé les besoins de financement, ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés comme ça. Donc effectivement, c'est ce que j'appelais le faux paradis, c'est-à-dire on vit dans un environnement extraordinaire, on est porté par un projet qui a beaucoup de sens avec une équipe incroyable. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut payer la soupe. D'accord, donc deuxième échec, troisième expérience malheureuse. Troisième échec, puisqu'il fallait me refaire une santé financière, j'ai rejoint un cabinet de conseil en sciences cognitives appliquées au management. Donc, mon idée, c'était ce que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat, c'était des environnements extraordinairement stimulants dans lesquels les gens donnaient le meilleur d'eux-mêmes, et donc comment apporter ça aux entreprises. Donc, j'ai cherché une boîte de conseil en motivation, ça n'existait pas, donc j'ai rejoint cette boîte. Donc, des projets passionnants. Effectivement, les sciences cognitives, c'était aussi le début, donc c'était très, très intéressant de travailler sur comment le cerveau fonctionne. Mais là, par contre, c'était ce que j'ai appelé le véritable enfer, c'est-à-dire que j'avais une boss qui était l'extrême inverse de ce qu'on prônait pour les entreprises. Donc, c'était l'incohérence totale entre ce qu'on essayait de vendre et ce qu'on vivait en interne. Donc, voilà, burn-out, etc. Donc, voilà. Alors, on va vous demander de vous lever. C'est de ma faute, j'aurais dû vous le demander dès le départ. Mais bon, voilà. Très bien. Donc, échec salarial. Donc échec, voilà. Trois types d'échecs, finalement. Et puis, et donc là, il y a un rebond parce que ces échecs... puisque c'est le thème de cette table ronde, les échecs utiles. Ça vous a été utile pour redémarrer, recréer encore une 4e entreprise? Tout à fait. Donc effectivement, il faut avoir la niaque en tout cas, non, quelque part. Le principe, c'était que, comme ce que je disais, d'avoir vécu un faux paradis, ça fait que j'ai quand même compris un certain nombre de dimensions qui étaient très importantes pour s'épanouir dans le travail, et en même temps d'avoir vécu effectivement aussi cet enfer. Ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, en fait, ça m'a donné une énorme motivation de me dire, mais il y a des environnements dans lesquels les gens peuvent donner tout alors même qu'ils ne sont pas payés, et il y a des environnements dans lesquels les gens sont très bien payés et ils gâchent complètement ce potentiel. Comment croiser les deux pour aider les entreprises à créer des environnements dans lesquels on peut et s'épanouir et évidemment être payé et contribuer à un grand projet. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Bi-Harmonist. Et Bi-Harmonist, le principe, c'est la cohérence. C'est-à-dire, c'est de se dire une entreprise qui a une identité qui est forte, qui est puissante et surtout qui est incarnée,
c'est-à-dire que l'entreprise est parfaitement cohérente et qu'elle va vivre cette identité aussi bien en interne qu'en externe, et ben c'est une entreprise qui va beaucoup mieux réussir. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc, du coup, vous rencontrez des entreprises, vous êtes contacté par ces entreprises qui ont une problématique, où vous proposez vos services pour que tout ça aille mieux. Vous mettez de l'huile dans les rouages? On met, alors plus que de l'huile dans le rouage, on pose un cadre. C'est-à-dire, on aide les entreprises à poser un cadre qui est leur identité. Donc, on fait de l'accompagnement, on aide les entreprises à co-construire, parce qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux. Il faut analyser tout ça. Exactement. Il y a une phase d'analyse, ensuite il y a une phase d'émergence de l'identité forte, qu'on appelle forte parce qu'elle contient beaucoup de dimensions qui sont des vraies dimensions inspirantes, avec une mission puissante, des vraies valeurs, avec une direction, des fondamentaux business qui sont très clairs, etc. Et ensuite, on aide l'entreprise à incarner dans tous les éléments, donc ça peut aller de la communication au marketing, au RH, à la stratégie, à la finance, au partenariat, etc., à tous ces niveaux, d'incarner réellement cette identité. Parce que là, avec qui vous êtes en relation? Avec le chef d'entreprise ou avec l'encadrement, ou avec qui participe uniquement le dirigeant? Ah non, tout le monde va participer, non, parce que c'est collaboratif, participer, mais il faut absolument que ça parte du dirigeant, puisque sinon il y aura une incohérence. Le dirigeant, c'est évidemment celui qui est l'ambassadeur qui porte le plus l'identité et qui l'incarne. Alors, pour juste préciser les choses, qu'est-ce que vous amenez comme élément dans cette entreprise? On parlait de musique, on parlait de tout ça, non? Il y a un peu de... Alors, donc, on a fait en fait un parallèle avec l'harmonie musicale, qui est de se dire le dirigeant effectivement doit être un chef d'orchestre et doit avoir cette identité qui est son diapason et qui permet à tout le monde dans l'entreprise de se dire ding ding ding, est-ce que ce que je fais est cohérent ou pas cohérent, est-ce que ça sonne juste ou pas. Et donc du coup ça permet à chacun un peu comme dans un orchestre de jazz, de pouvoir improviser, de pouvoir jouer sa propre partition, mais le tout en restant en harmonie. Donc l'idée n'est pas tous de jouer la même note, parce que sinon c'est trop ennuyeux, mais plus de chacun jouer sa partition. Alors, juste précisez-nous où intervenez-vous? Petite, moyenne, grand groupe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on intervient plutôt dans des entreprises qui sont à taille humaine, parce que trouver la cohérence à 200 000, c'est possible, mais c'est un énorme travail et il faut qu'il y ait des bases très très saines au départ. Donc on va plutôt travailler pour des PME ou des ETI. On travaille aussi avec des startups, parce que c'est important de bien poser les bases au départ. Et on les accompagne dans la durée. En fait, nous, notre approche, c'est vraiment de travailler par petites touches, parce que le travail doit se faire d'abord et avant tout en interne. Donc, l'idée, c'est de pas trop être présent, mais que vraiment, il se passe quelque chose et que ça change peu à peu. Voilà. Parfait, merci. Un message, juste un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise qui sont ici dans la salle pour faire passer votre passion d'entrepreneuse? Sur cette notion d'harmonie, et en fait, ça s'applique aussi très bien à soi quand on est dans une situation de rebond. C'est vraiment inverser les priorités, c'est-à-dire prendre le temps et le recul de poser les fondamentaux de qui on est. Donc ça, c'est valable pour un individu, c'est valable aussi pour une entreprise, de se dire qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelles sont les valeurs qui sont fondamentales pour moi, quelle est ma personnalité, quel est l'environnement qui est le plus adapté à moi. Et une fois qu'on a posé tout ça, c'est très en cohérence avec toutes les théories autour de la chance, de l'audace, etc. Plus on est au clair sur qui on est et là où on veut aller, et plus, entre guillemets, le monde et les planètes s'alignent pour qu'on y arrive. Donc voilà, c'est vraiment de dire, dans le rebond, il ne faut pas rebondir trop vite, il faut prendre le temps d'aller au fond et d'aller surtout au fond de soi-même. Et dans une entreprise, c'est pareil, surtout quand on a vécu peut-être un gros changement, prendre le temps de reposer les bases et les fondamentaux avant de vouloir aller de l'avant, pour y aller plus sereinement et y arriver en harmonie. Voilà, l'alignement important pour tous les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, applaudissements pour Hélène de Saint-Front de Biharmoniste. Alors, je vais passer maintenant la parole à Olivier Goy. Alors, vous êtes un serial entrepreneur. C'est ça, vous allez pouvoir vous lever pour discuter avec nous et nous faire part de votre parcours aussi. Alors, vous êtes président fondateur de la plateforme de crowdlending, c'est plutôt une plateforme de prêt aux entreprises qui s'appelle donc Lendix. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours avant de nous parler de votre... Bonjour, effectivement. Alors, je suis un entrepreneur qui a toujours entrepris dans un seul secteur, qui est le financement des entreprises et des PME plus particulièrement. D'abord en fonds propres et puis maintenant en dette, comme vous l'avez dit. Je suis tenté de commencer par un petit sondage pour savoir qui sait ce que c'est qu'une plateforme de prêt aux PME. Qui en a déjà entendu parler? C'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a qui savent pas. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas suffisant pour une assemblée d'entrepreneurs. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, vous le savez peut-être pas, mais il y a 3 ans en France,
il y a une brèche qui a été ouverte dans un monopole qui s'appelle le monopole bancaire. Alors les banques détestent qu'on dise qu'elles sont en monopole, mais c'est pas l'anciennement France Télécom. Mais quand même, il y avait un monopole bancaire en France qui fait que paradoxalement, je sais pas, monsieur, vous pouvez monter, je sais pas, une boulangerie, je peux devenir actionnaire de votre boulangerie, j'ai tout à fait le droit. En revanche, je vais vous prêter de l'argent pour vous aider à monter votre boulangerie, c'est interdit. C'est 375 000 € d'amende et une peine d'emprisonnement. Ça fait quand même beaucoup, même si je vous aime bien, a priori. Alors ça, excusez-moi, mais ça, ça existe toujours. Ça existe toujours, il faut le savoir. Bon. Simplement, maintenant, il y a des plateformes qui existent sur lesquelles vous pouvez aller emprunter de l'argent en dehors du système bancaire et de manière légale. C'est-à-dire que j'ai appris à l'instant que monsieur, que je ne connaissais pas non plus il y a 30 secondes, mais était prêteur sur l'Endix. Merci. Donc monsieur va avec son smartphone, de temps en temps, ou peut-être souvent, je ne sais pas, je ne connais pas votre portefeuille, je ne veux pas le dévoiler là, mais prêter de l'argent à partir de 20 € à des PME, des TPE, voire des entreprises de taille intermédiaire qui cherchent à emprunter entre 30 000 et 3 millions d'euros. Donc c'est du financement participatif des entreprises. Participatif. Alors qui prête chez nous, il y a à la fois la foule, vous tous potentiellement, mais également des grandes institutions. On a la Banque européenne d'investissement qui prête, on a CNP Assurance, on a Matmut, on a Groupama, qui viennent prêter des sommes de, donc, je disais, 30 000 à 3 millions d'euros pour des prêts de 3 mois à 7 ans. Alors, donc là, on prête de manière un peu globale. Enfin, je veux dire, ça constitue un fonds qui va être après divisé pour différentes entreprises. Non, c'est vous qui choisissez. D'accord. Je reprends l'exemple de la boulangerie de monsieur. Vous êtes mon fil rouge. Moi, je décide de mettre 1 000 € dans la boulangerie. Vous mettez 1 000 € dans la boulangerie. Ensuite, il y a une autre entreprise de nettoyage qui vous plaît. Vous mettez encore de l'argent dans celle-là. D'accord. Donc c'est identifié. Identifié, très clairement. Voilà, donc ça c'est ce que l'on fait. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est toujours, je fais ce préambule quand je suis face à une assemblée d'entrepreneurs, on n'est pas non plus une solution miracle. C'est-à-dire, ne me sautez pas tous dessus à la fin de la conférence en disant « Vous allez me financer ma boîte, j'ai compris, vous êtes différent des banques ». Non. Oui, on aspire à être différent des banques, mais on n'est pas une solution miracle. Et le message que je veux passer là, parce que je ne suis pas là pour faire la promo de l'Endix, contrairement aux apparences, le message que je veux passer là et par rapport à l'échec, puisque c'est le thème aujourd'hui, c'est que souvent, une des difficultés du chef d'entreprise, c'est que, il identifie mal les sources de financement possibles pour lui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit sondage en préambule. C'est-à-dire que quelque part, ça existe depuis 3 ans, quelque part, vous devriez tous connaître ce que sont les plateformes de prêt. C'est qu'on n'a pas encore fait assez bien notre travail. Et c'est-à-dire que souvent, le réflexe naturel pour tout chef d'entreprise, c'est de dire je cherche du financement, je vais à la banque. C'est le réflexe classique. La banque n'est pas la seule source de financement en France. Il y a plein, et il n'y a jamais eu autant d'alternatives de financement, paradoxalement. Mais souvent, l'entrepreneur, qu'il soit en création ou mature, il pense à une seule source de financement qui est la banque. La grosse difficulté et gros inconvénient de ça, c'est que vous pouvez aller voir une banque, 3 banques, 10 banques, 100 banques, vous aurez toujours la même réponse puisqu'elles pensent toutes sur le même canevas, ce qui est logique. De la même manière que vous allez voir une plateforme, 2 plateformes, 3 plateformes, vous avez toujours la même réponse. Mais l'essentiel, c'est de s'adresser à la bonne source de financement au bon moment par rapport à votre besoin. Et ça, c'est ce qui déprime énormément de chefs d'entreprise, et j'en croise depuis 17 ans que je suis dans le financement des entreprises plein. Ce qui les déprime, c'est qu'ils accumulent des refus sans comprendre que ce n'a rien de personnel par rapport à leur projet, mais vraiment rien, c'est juste qu'ils frappent à la mauvaise porte. Et ça, c'est une grande difficulté. Et forcément, quand vous allez vous adresser à une personne dont ce n'est pas le métier de financer ce que vous recherchez à financer, vous êtes déprimé parce que vous avez l'impression que c'est un jugement de valeur sur votre projet, ce qui est extrêmement désagréable. Et donc, vous avez cette première baisse de morale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de suroptimisme aussi de la part des chefs d'entreprise ? Ça, c'est exactement mon deuxième point. C'est le suroptimisme. Ça, c'est la deuxième chose qui met les chefs d'entreprise souvent en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont des projections, des business plans qui sont toujours au-dessus de la réalité. Et donc, mécaniquement, quand ils vont chercher du financement, ils y vont souvent avec le couteau sous la gorge. Et c'est une règle de base, on ne négocie jamais très bien le couteau sous la gorge. Et ça met dans une situation de stress énorme. On le voit... C'est qu'on n'est jamais à l'abri en fait, d'un problème, d'une panne. On n'est non seulement jamais à l'abri d'un problème, et souvent c'est fait aussi... On le voit, nous qui avons des prêts qui sont plus chers que les prêts bancaires, mais la contrepartie de ça, c'est qu'on est rapide dans les prises de décision, c'est qu'on ne demande pas de caution, ce qui est, je pense, quand même un point important. J'ai entendu 2-3 histoires par la porte tout à l'heure où donner des cautions, c'était pas toujours très plaisant. On ne demande pas de garantie, d'antissement, etc. Mais le chef d'entreprise, souvent, veut avoir l'argent juste à temps. Et le problème de l'argent juste à temps, ça s'appelle un truc, ça fait que ça fait des découverts. Et les découverts, ça coûte extrêmement cher. Et ça, forcément, c'est pas toujours intégré dans le calcul parce que par optimisme, on pense que ça va passer. Et surtout, le découvert a un gros danger, c'est qu'il fait paniquer le banquier. C'est-à-dire que ça, vous l'avez sûrement vécu dans votre vie, c'est que vous vous retrouvez avec une ligne de découvert autorisée qui, du jour au lendemain, comme ça, peut être révoquée. Et ça, quand vous êtes une entreprise, que vous avez une ligne de découvert
qui a été révoquée ou réduite et que votre compte est bloqué et qu'à partir de ce moment-là, vous mettez en recherche de nouveaux investisseurs, que ce soit des prêteurs, des actionnaires ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'êtes pas en bonne position. Et d'ailleurs, la médiation du crédit, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, le dit, quand vous êtes dans ces situations-là, malheureusement, la solution vient rarement de l'externe, elle vient que de l'interne. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont déjà au courant de qui vous êtes, de ce que vous faites, qui peuvent vous apporter une solution. Autre défaut majeur... Un dernier point, c'est de se vouer qu'à un seul sein. C'est-à-dire, dès le démarrage d'une entreprise, pensez à diversifier. Il n'y a pas de solution magique, je l'ai dit, nous ne sommes pas une solution magique, aucune banque n'est une solution magique. Même si vous entendez à merveille avec votre chargé d'affaires bancaire, prenez plusieurs banques. Ouvrez, mettez une partie de vos flux, même si c'est 10-15%, dans un autre établissement, pour le jour où il y a un changement de politique là où vous êtes, que vous puissiez vous retourner vers quelqu'un. Si vous allez frapper à une agence d'une banque que vous n'avez encore jamais vue, qui ne vous connaît pas, à un moment où vous êtes tendu, et c'est à ce moment-là que vous voulez ouvrir le compte, ça ne va pas bien se passer. Donc, pensez à diversifier. C'est une règle de base de la vie. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on le dit tout le temps, pour toutes les situations, pour tout le temps dans la vie, mais faites-le vraiment aussi en matière de financement. Et je sais que le financement, c'est un sujet qui passionne pas, parce qu'en général, quand on crée une entreprise, c'est qu'on a une première passion qui est son métier. Chacun, dans son activité, est passionné par son métier. Et le financement, c'est vu comme une contrainte. C'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est complètement sur la ligne critique, parce que si vous ne passez pas le cap du financement, votre idée, aussi bonne soit-elle, elle peut en mourir. Donc pensez à anticiper sur ces sujets-là. Juste un mot de conclusion, un message fort. Un message fort, allez, je vais en dire juste un. Allez quand même voir ce qu'on fait, comme ça vous aurez au moins appris un truc. Allez sur notre site, lendix.com. J'ai juste une toute dernière question, mais là qui n'a rien à voir. Effectivement, là on se plaçait bien sûr du côté de l'entrepreneur qui a besoin de financement. Mais je ne sais pas, madame, là qui a mis 1 000 € dans la boulangerie de monsieur, qu'est-ce qu'elle retire comme bénéfice madame, de son placement elle va être comme... il y a des intérêts? Comment ça se passe? Bien sûr, il y a des intérêts. C'est pas un système, effectivement, c'est pas du mécénat. Donc, tous les mois, madame qui a mis les 1 000 €, je ne sais pas quelle madame vous visiez, mais je regarde celle-là. Madame qui a mis les 1 000 €, tous les mois, elle va recevoir du capital et des intérêts qui se remboursent régulièrement. Et puis, la réalité aussi, c'est que si l'entreprise ne peut pas rembourser, madame perdra une partie de ces 1 000 €. C'est aussi la vie. Mais c'est l'entrepreneuriat, c'est le jeu. C'est pour ça qu'on ne conseillera jamais à quelqu'un de venir sur Lendix ou sur n'importe quelle plateforme. Encore une fois, toujours l'histoire des œufs dans le même panier, de prêter pour prêter une seule entreprise. On prête à 50, 100 entreprises minimum. D'accord. Parfait. Voilà. Message reçu. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Jean. Alors, oui, c'est vrai que si on respecte le planning, et vous avez vu dans le programme qu'il y avait Jean-Christophe Conticello, qui est serial entrepreneur également et fondateur de Wemanity. Alors, il n'a malheureusement pas pu être avec nous pour un problème vraiment personnel de dernière minute. Il est évidemment excusé. On diffuse en ce moment sa photo et donc vous allez pouvoir peut-être aller sur son site. Voilà. Alors il précisait notamment les 11 caractéristiques de l'entrepreneur. Vous irez voir sur son site. Alors, il est devenu par envie de changer les choses, de changer le monde en ce qui me concerne plus précisément, changer le monde du travail grâce à la force de l'innovation, de l'agile et de la coopération. Le virus de l'entrepreneuriat m'a permis à la fin des années 90, quand je travaillais dans la finance à New York. Et puis c'est le début d'Internet et qui a ouvert les opportunités, on appelait ça la nouvelle économie, etc. Donc allez voir sur son site parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Voilà, on va passer la parole donc maintenant à Jean Panel. Alors Jean Panel, vous êtes repreneur et gérant de la menuiserie Desbray Panel. C'est ça. Et vous êtes basé dans l'Indre. Alors vous êtes dans une belle région parce que vous êtes situé pas loin du château de Valençay. Vous êtes 12 salariés, une entreprise reprise en 2012 qui à l'époque comportait que 5 salariés, donc l'entreprise s'est développée. Et alors, précisons que vous travaillez dans le domaine du patrimoine, des belles demeures, des châteaux, et votre spécialité, c'est les portes et les fenêtres. Alors, ici, c'est un endroit magnifique, hein. Il y en a des belles portes aussi. C'est le genre de choses que vous pouvez faire? Écoutez, on peut s'y frotter, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Oui, alors c'est la France d'en bas qui vient à Paris aujourd'hui.
mon parcours, en fait, j'ai pas toujours été menuisier, voilà. Non, parce que avant ça, vous étiez, précisons-le, et ça surprendra peut-être certains, mais vous avez été militaire de carrière dans l'armée de terre et vous avez été notamment jusqu'au poste, enfin au grade de commandant pendant 26 ans. Oui, voilà. Donc, en 86, j'ai franchi l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et donc, voilà, je pensais que j'allais faire une carrière militaire. Voilà, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Et donc, voilà, j'ai eu une carrière d'officier dans l'armée de terre. Je suis allé un peu dans les Balkans, je suis allé en Afghanistan. Voilà, j'ai un peu tourné ma bosse. Et puis un jour, il y a un ancien président de la République, allez, c'est M. Sarkozy, on va pas passer à côté de le fait de le nommer, et qui balaye un certain nombre de militaires et puis réduit un peu les effectifs de notre armée. Voilà, donc en 2008, une grande phase de restructuration de la défense, du ministère de la Défense. 45 000 personnes, on n'en a peut-être pas beaucoup vraiment mesuré l'ampleur, 45 000 personnes qu'il a fallu faire partir. Voilà. Et moi, comble de l'ironie, je me suis retrouvé, donc je terminais de commander mon régiment et j'allais être muté à Paris, notamment dans un service destiné à mettre ces 45 000 personnes dehors. Voilà. Et donc en clair, en 2012, je me suis mis dehors, voilà, après avoir fait le travail, terrifiant, hein, terrifiant. Bref. Qu'est-ce qui fait que d'un poste haut placé au commandement de l'armée française, on devient menuisier dans l'Indre? Bon, c'est quand même un problème assez atypique comme parcours. Un problème qui a été soulevé tout à l'heure, hein, un problème un peu simple, un problème d'ego, un problème où vous voyez, vous arrivez, vous n'avez plus de perspective de carrière et vous vous dites, zut, 48 ans, c'est quand même un peu court, quoi. Voilà, on reste sur sa faim. On n'a pas démérité a priori. Donc voilà, donc moi j'avais ce problème psychologique à régler et je me suis dit c'est pas possible, je vais pas terminer dans les états-majors parisiens, rond de cuir, à 48 ans, c'était pas possible. Voilà. Donc du coup je me suis dit allez, il faut y aller, il faut me relancer. Voilà, il faut me relancer. Puis comme j'avais quand même eu un parcours opérationnel, j'étais tout le temps au contact, hein, et donc je me suis dit l'entreprise, ça me botte, quoi. Voilà, ça me fait rêver. Voilà. Alors, je ne suis pas parti comme ça, 3 ans de reconversion lourde, parce que vous imaginez que je ne connais absolument rien au monde de l'entreprise. Le monde économique, pour moi, est totalement vierge. Donc, je suis parti et très bien épaulé. Mais vous étiez quand même motivé par l'envie d'entreprendre. Oui, c'est ça. Voilà. L'envie d'entreprendre, c'était ma passion. Voilà. C'est mon moteur. C'est mon moteur. Voilà. Donc, je suis parti avec une équipe. Et puis, 13 échecs, et finalement, la 14e entreprise fut la bonne. Et puis après, c'est le début d'une aventure magique, voilà, où vous l'avez souligné tout à l'heure. On a commencé à 5 ans et 12, tout a été multiplié par 2 en 5 ans. Voilà, donc j'ai la chance d'être dans une dynamique, dans une belle dynamique, avec d'autres problèmes, mais qui ne sont pas le lieu de la conférence aujourd'hui, qui est le problème de la croissance. Alors, Monsieur Restino, tout à l'heure, disait dans le mot d'échec, j'aime pas ça, mais vous avez quand même rencontré plusieurs échecs. Et quelles sont justement vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à la suite de ces échecs? Quelles ont été l'utilité de ces échecs? Quelle a été l'utilité de ces échecs? Parce qu'il y a eu quand même, c'est ça, 13... Oui, je savais que je voulais entreprendre, il fallait que je trouve une entreprise à dimension. Vous cherchez dans le bâtiment. Hein, je cherche dans le bâtiment. Voilà, je cherche France entière et je me noie littéralement. Voilà, je me noie parce que je n'ai pas la bonne méthode. Et donc je reprends tout à zéro et je vais faire une formation avec l'association Cédant Repreneurs d'Affaires, le CRA, que je recommande vraiment bien volontiers. Et on m'explique comment on fait pour reprendre une entreprise. Bon, voilà, donc là, j'acquiers les outils. Et puis après, la recherche est plus facile. Dans les clés, parce que je crois que c'est le thème un peu de cette table ronde, c'est les clés de la réussite. Il y a une clé fondamentale que l'on voit dans tous les entrepreneurs, c'est l'envie. Bon, mais l'envie à en crever. Enfin, c'est l'envie au plus profond de son estomac. Tellement c'est raide, tellement c'est rude, tellement la France est compliquée, tellement les acteurs, on ne sait pas où aller les chercher.
tellement il y a d'éléments à brasser. Enfin, c'est la complexité générale. Voilà. Et si on n'a pas cette envie au fond de l'estomac, je crois que malheureusement, c'est un peu peine perdue. L'autre clé, en ce qui me concerne, encore une fois, j'étais totalement vierge, donc j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner lourdement, mais vraiment lourdement. Et donc j'ai été chercher donc 5 avocats, 5 experts comptables, 5 coachs. Tous ces gens-là, je les ai mis entre guillemets en concurrence pour savoir avec qui j'allais partir. Voilà, il me fallait dans le langage militaire, on appelle ça une task force. Voilà, avec qui j'allais partir parce que je savais que j'avais besoin d'aide. Enfin, je venais de trop loin. Voilà. Et donc voilà. Donc j'ai sélectionné mes conseils et voilà, on a fait un parcours assez fabuleux. La troisième clé de réussite, il y en a des milliers de clés, hein, mais je vous en donne quelques-unes, enfin en tout cas qui ont été les miennes. C'est l'innovation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'innove pas, une entreprise qui reste sur son modèle, elle recule déjà. Elle est déjà en retard. On n'entendait plus. Oui, je disais, voilà, si l'entreprise n'innove pas, si elle n'est pas en veille permanente, si elle ne regarde pas comment évolue le marché, elle recule et elle commence son déclin. Voilà. Donc moi, justement, enfin, quand on s'était eu pour préparer cette table ronde, vous me disiez, ben oui, il faut innover, mais je dis, en quoi l'innovation finalement vous a permis d'avancer, mais vous avez été vigilant par rapport aux informations, enfin par rapport à ce qui était voilà, dans l'air du temps, les économies d'énergie, etc. Et donc vous êtes engouffré dans la brèche et puis vous avez profité de cet élément-là, toujours par rapport à ce que vous dites, d'être toujours une société agile, enfin en tout cas d'être un entrepreneur agile. Oui, c'est ça. Et donc il y avait un petit savoir-faire, même un beau savoir-faire dans l'entreprise. Et en même temps, se développent toutes les aides de l'État dans le domaine de la rénovation énergétique de l'habitat. Bon voilà, il y avait quelque chose à croiser là. Et donc, puis sur les maisons connectées, hein, vous me disiez aussi. Oui, connectées aussi. Alors ça, c'est le projet d'après. Toujours avoir un petit train d'avance. Et donc, menuiserie artisanale, je vous disais tout à l'heure. Donc, notre matériau noble, c'est le bois, c'est le chêne, le chêne de Touraine que l'on travaille. Et on a la chance d'être dans une région française très riche en patrimoine. Et où c'est très compliqué de rénover les menuiseries, ça coûte très très cher, les formes sont très complexes, il faut faire attention à la préservation de l'histoire du bâtiment, de son esthétique. Bon. Et donc, avec mon chef d'atelier, je lui ai dit, il y a un truc à croiser là, il y a des aides d'un côté, il y a du patrimoine de l'autre, comment on peut rénover des menuiseries sans les remplacer, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour ne rien perdre de la qualité esthétique de la menuiserie, mais lui amener le confort et en bénéficiant des aides que l'État a mis en place, crédit d'impôt, etc. Bon, voilà, on a fait des plans, on a fait venir des ingénieurs, on a déposé un brevet à l'INPI, et voilà, bon, ça a été magique, c'était la seule bonne idée que j'ai eue, mais celle-là, elle a été bonne. Voilà. Et puis après, on est sur d'autres innovations, on est sur des matériaux isolants maintenant également naturels, hein, tout ce qui est laine de bois, on parle de laine de chanvre, etc. Bon, voilà, il y a des nouveaux matériaux qui sortent sur lesquels il faut aller parce qu'on voit bien qu'il y a des matériaux traditionnels, laine minérale, voilà, tout ça c'est sur le déclin. Voilà. Donc il faut regarder le marché, comment il bouge et vers où on peut aller. Alors vous m'avez dit encore 2-3 autres choses importantes à vos yeux, c'est aussi de s'orienter vers un secteur non fermé. Il faut toujours être un peu ouvert, c'est ça Oui, là j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Bon, voilà, évidemment, on va pas reprendre une entreprise ou créer une entreprise s'il n'y a pas un marché devant, s'il n'y a pas une clientèle devant. Voilà, voilà. Mais encore faut-il le dire parce que parfois on peut avoir des idées géniales, hein, mais s'il n'y a pas de marché, c'est mort dès le départ. Bon, voilà, donc il faut quand même faire attention à ça. Et alors, parce que j'ai noté plein de choses vous concernant, et faire du qualitatif aussi, c'est ça votre credo? Oui, mon credo, ça paraît évident. C'est évident. Sur ma porte de mon atelier, il y a trois phrases. C'est la qualité parce que vos clients le méritent,
c'est innover parce que si on s'arrête, on recule. Et ensuite, c'est les hommes, parce que sans les hommes, on ne fait rien, quoi. Voilà, on a un métier humainement humain. L'entreprise, ce ne sont que des hommes et des femmes. Alors, c'est certainement ça qui vous a aussi porté, j'imagine, ces dernières années. C'est l'équipe, justement, c'est ces hommes qui travaillent avec vous, c'est cette reconnaissance, un peu ce compagnonnage. Enfin, là, vous êtes finalement... avec une tradition, vous avez travaillé le bois, on est vraiment dans une équipe et tout le monde avance dans le bon sens. Et vous êtes là en capitaine encore voilà. du navire, c'est ça, de l'équipe. Voilà, c'est peut-être, vous avez compris, je ne connais rien à la menuiserie, c'est pas mon métier. J'ai fait mon CAP à 48 ans, mais enfin, c'est pas pour autant que je suis un menuisier accompli. Voilà. La seule chose que j'avais finalement dans les poches, c'est mon expérience de meneur d'hommes, voilà, meneur d'hommes et de femmes. Voilà. Et donc, oui, c'est ça qui m'a permis de créer une dynamique dans cette entreprise où finalement c'est une somme de talents. Ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des ouvriers, ce ne sont que des talents. Et finalement, au début, je dis attends, moi je comprends rien à ce chantier là. Tu viens avec moi là, tu m'expliques comment tu ferais. Voilà. Tiens, viens, j'ai fait un devis, est-ce que tu peux me relire, etc. Voilà, c'est que des choses basiques, tout simples. C'est la participation, chacun apporte à l'entreprise son talent. Voilà. Et plus on met les hommes et les femmes en valeur, et plus ils vous le rendent, mais multiplié par 10. Voilà. Donc là aussi, il y a l'écoute, il y a l'écoute de tout l'environnement du chef d'entreprise et qui doit être bien sûr écouté par les différentes structures qui l'accompagnent, mais aussi le chef d'entreprise qui doit écouter aussi ses salariés, quoi. Il y a aussi un peu, voilà, c'est l'écoute globale, voilà, être aware, comme dirait l'autre. Voilà, vous avez parfaitement dit les choses. Voilà. Merci beaucoup, applaudissements pour ce très très beau parcours atypique et exemplaire. Oui, je voudrais juste dire deux petits mots parce que j'ai entendu des histoires incroyables là, tout à l'heure. Et vraiment, je tire mon chapeau à tous les gens qui font du rebond. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours tenu à cœur dans ce que je faisais. Alors, je cite Mère Teresa, la vie est un combat, mène-le. Voilà, je vois à travers tous les gens, tout ce que j'ai entendu, voilà, je vois cette notion de combat qui est menée. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est j'ai eu la chance d'avoir un mentor et il m'a dit l'entreprise c'est extrêmement compliqué, j'ai aucune recette, les conseilleurs sont pas les payeurs. Qu'une seule chose, parce que je le tiens de mon mentor, et il m'avait dit retiens cette phrase peut-être, faire, ne rien laisser faire. Voilà. Et ça, tous les jours, quand je donne le travail à mes gars, je leur donne une feuille de chantier, je dis, voilà, j'ai tous les jours cette idée, cette phrase-là en tête. Voilà. Merci. Voilà les clés de succès. C'était les clés de succès. Dernier intervenant de cette matinée, de cette conférence, débat, un parcours aussi particulier, atypique, un personnage haut en couleur. Il est vice-président de WorldCat System, 100 personnes, une entreprise de 100 personnes basée à Bordeaux. On va y revenir. Une autre société de contrôle technique et également une troisième activité, mesdames, messieurs. Bruno Rost est également humoriste. Alors, on va revenir là-dessus. Applaudissez-le d'abord, parce que c'est un artiste, il aime les applaudissements. Alors, bonjour à tous. D'abord, un petit mot au technicien. Ne me demandez pas de me mettre debout, c'est déjà fait. Voilà. Monsieur parlait de la France d'en bas. Eh bien voilà, c'est la France d'en dessous d'1,50 m. Vous voyez, c'est extraordinaire. Je vous écoute. Alors, vous êtes spécialisé. Donc, d'abord, vous êtes un chef d'entreprise avant d'être humoriste, évidemment, oui. Et c'est bien pour ça que vous connaissez le terrain j'allais dire presque de fond en comble, parce que vous êtes serial entrepreneur. Vous êtes spécialisé dans les équipements de diffusion radio et TV. Bon, bah, ça nous intéresse tout ça, parce que sous le Trocadéro, il y a des choses, il y a des boîtes, il y a des tuyaux, il y a des câbles, et ça, c'est vous, et c'est ce qui nous permet d'écouter la radio le matin. Voilà. Donc, moi, je suis entrepreneur. À 19 ans, j'ai créé ma première boîte, et puis j'ai continué, j'étais dans les services, dans la formation, et puis j'ai voulu toucher des produits avec mes mains. Je suis kinesthésique. J'aime bien toucher avec les mains.
Et donc, je suis rentré dans l'industrie, sans rien connaître du monde de l'industrie, il y a maintenant 18 ans. Et on fabrique des émetteurs, des équipements électroniques qui font fonctionner la radio et la télévision. Donc c'est la face cachée des médias. Mais sans nous, il n'y aurait pas la Tour Eiffel. Eh non, parce que la Tour Eiffel, c'est une grande antenne. On l'aurait détruite, vous imaginez. Et sans nous, vous ne pourriez pas regarder ou écouter Bourdin le matin. C'est quand même incroyable. Voilà, donc on est des gens très utiles. Donc beaucoup d'innovation, puisque sur une grosse centaine de personnes, on a 40% des effectifs qui sont dans la R&D, donc une vraie entreprise de technologie, de haute technologie, ouais. La French Tech. Vous connaissez la French Tech? C'est moi. Oui, bon, on est comme ça dans la techno. Et puis, 80% à l'export, quand même. Et presque 90% à l'export, parce que, vous voyez, monsieur disait tout à l'heure qu'il faut un marché. Alors, nous, notre marché est tout petit comme ça, alors on est obligé d'aller vendre dans le monde entier. Et donc l'année dernière, on a vendu dans 85 pays pour une centaine de personnes, voilà, mais c'est pas mal. Et vous êtes numéro 1 en Allemagne? Oui, bah évidemment, quand le marché est petit, on peut facilement être numéro 1, mais on est numéro 1 en France, on est numéro 1 en Afrique du Sud, on est numéro 1 en Allemagne, un industriel numéro 1 en Allemagne, ça existe, français, oui, oui, messieurs, dames, voilà. Merci. Bravo, merci. Ça s'applaudit évidemment, hein. Ah oui. Et donc on peut en effet sur des niches arriver à être numéro 1, même dans des pays relativement protectionnistes. Ceux qui travaillent avec l'Allemagne le savent. L'Allemagne est un pays qui se protège bien. Voilà. Alors, donc, Serial Entrepreneur, vous avez créé plusieurs entreprises depuis l'âge de 19 ans, vous le disiez. Vous créez cette société Worldcar System, mais ça ne vous suffit pas. Parce que vous avez créé aussi une autre société qui existe encore là et qui continue. Oui, oui, bah, oui, écoutez, bah oui. Ouais, oui. Une autre petite société qui fait du contrôle technique, une vingtaine de personnes. Donc une société vraiment à taille humaine avec un associé joueur de rugby, entraîneur de rugby, un ancien bréviste. Et donc ça c'est bien parce que les relations sont simples. Et c'est très agréable. Moi, j'ai toujours eu peur de travailler dans des grands groupes parce que j'ai toujours eu peur du temps qu'on pouvait perdre à jouer des coudes dans les entreprises. Donc moi, je préfère pas jouer de coudes, je m'associe avec des gens. Et puis voilà. Puis jouer des coudes avec mon gabarit, si vous voulez, c'est pas... avec mon associé là qui est rugbyman, là, j'aurais du mal, donc il vaut mieux pas. Alors précisons juste simplement pour nos spectateurs en fait que cette deuxième société consiste donc à on fait du contrôle technique ça, pour les entreprises qui achètent en Chine. En Chine. Et voilà, donc c'est peut-être pas toujours bien fabriqué, donc on contrôle tout ça. Pardon? C'est peut-être pas toujours très très bien fabriqué. Non, pas du tout. Votre téléphone, il vient d'où? Chine. Voilà. Et alors, il est nul, hein, non, votre non, téléphone. ça marche bien, Voilà, ça marche c'est bien. ça. Mais il faut quand même contrôler les choses. Non, mais il y a de tout en Chine, en fait. C'est qu'il y a plein d'entreprises. Il y a de tout, il faut savoir choisir, il faut savoir contrôler. Et donc, c'est vrai que c'est un métier de contrôler. Et bien, il y a de très bons professionnels en Chine, contrairement à l'imagerie qu'on peut en avoir. Mais il faut savoir les sélectionner, il faut contrôler les matériels. Voilà, c'est une règle industrielle simple. C'est des pièces mécaniques, des pièces de fonderie, la mécanique, etc. de la fonderie, en général des choses qu'on fait plus trop en France, avec des technologies qu'on fait plus trop ou qui sont trop chères parce qu'il y a beaucoup de main d'œuvre et voilà. Donc on travaille pour l'aéronautique, on est certifié aéro, on travaille pour le rail, on travaille pour voilà une vingtaine de personnes qui contrôlent les Chinois. Qui contrôle les Chinois, voilà. Ça c'est pas mal. Et comme ça vous suffit pas, vous avez aussi entre deux, quand vous avez un peu de temps, mais ça vous prend aussi pas mal de temps. Alors c'est un peu plus qu'entre deux, puisque c'est un peu plus qu'entre deux. Puisque j'ai commencé à monter sur scène, puisque c'est de ça que vous alliez parler. Oui. Monter sur scène il y a bientôt 2 ans. Mon premier spectacle c'était en mars 2016, donc vous voyez c'est une jeune carrière. Vous avez un jeune premier devant vous. Et donc je me suis dit que la vie était un peu courte. J'allais passer le fameux seuil des 50, pas des 50 salariés, hein, des 50 ans. Hein, il est plus difficile celui-là. Hein. Je vois qu'il y en a qui l'ont vécu, ils rigolent jeunes là. Et donc je me suis dit qu'il fallait croquer la vie. Et donc j'ai rencontré un philosophe d'ailleurs qui s'appelle Marc Alévi, vous l'avez peut-être vu. Je me suis dit quel sale con celui-là. Et il m'a dit quelque chose qui m'a remué, et il m'a dit ceux qui prennent pas le temps de vivre leur vie et de vivre leur projet, c'est des imbéciles. Alors quand il me l'a dit, j'ai dit quel sale con. Et puis le lendemain, mais ça secoue. Voilà, ça m'a secoué. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais encore dans ta boîte après 16 ans, 17 ans Il y a des jeunes, ils ont envie de prendre ta place en plus, c'est sûr. Et donc j'étais les voir et je leur ai dit on fait un petit RES, voilà, vous allez me remplacer.
je vais diviser mon salaire par 2, je vais vous donner les sous et avec, vous allez m'acheter des actions. Est-ce que ça vous va? On dit, ah bah ouais, pas mal, on va faire ça. Alors, repréciser pour certains d'entre nous, RES? Reprise d'entreprise par les salariés. Voilà. Et donc je me suis organisé, j'ai acheté du temps. Voilà, j'ai acheté du temps. Et je monte sur scène et je fais des spectacles qui ne parlent que du monde de l'entreprise. Vous aviez tout à l'heure l'affiche du prochain spectacle qui commence mercredi prochain à Lyon. La première, c'est à Lyon. Et c'est d'ailleurs, parce que quand même, je ne suis pas ici par hasard, c'est au profit des entreprises, des associations du rebond. Voilà. Donc c'est un spectacle au profit d'eux. On va applaudir quand même ça. Hein. Très belle initiative. Alors, racontez-nous un petit peu votre spectacle. Le spectacle, je raconte la vie rêvée des chefs d'entreprise, parce qu'en effet, on a une vie de rêve. Alors, je parle des startups, je parle de la vie des startups. Quand on en parle à la radio et à la télé, elles vont toutes bien. Les patrons, quand on en parle à la radio et à la télé, ils gagnent, mais ils se gavent, quoi. Hein, c'est vrai, on se gave. Et puis, en fait, quand on regarde de près, les startups, ça se vautre. Et alors, les startups, ça se vautre. Les chefs d'entreprise, des PME, je ne parle pas des gens qui portent le nom de patron. Le professeur Torres m'a appris, Olivier Torres, vous l'avez vu tout à l'heure, il m'a appris que patron, on nous a piqué le nom. Ben oui, parce que les dirigeants du CAC 40, ils ne peuvent pas porter le nom de patron, parce que patron, ça vient de pater, le père, de protéger, patronus. Vous savez, Patronus, c'est dans Harry Potter, le petit animal. Là, voilà. Et puis de patrimoine. J'ai bien retenu, Olivier. Et patriotique aussi. Patrimoine, il met son argent dans la boîte. Eh bien, les dirigeants du CAC 40, c'est rare qu'ils correspondent à cette définition. Donc voilà, quand je parle de la vie des petits patrons, puisqu'on est obligé de mettre petit devant, non pas à cause de ma taille, mais pour les distinguer de ceux du CAC 40. Et donc voilà, donc je raconte la vie avec le contrôle fiscal, le contrôle de l'inspection du travail. Tout y passe, quoi. Tout ce que nous... Les banquiers. Merci. Merci. Il nous permet de nous détacher un peu des banquiers. Donc les banquiers, etc. Donc voilà. Donc, ça s'appelle le One Patron Show, c'est ça? Alors moi j'appelle ça... C'est un One Patron Show en fait, c'est ça. Hein. Je ne voulais pas appeler ça un One Man Show. Ouais. Parce que dans le spectacle, un One Man Show, les gens ils pensent qu'on a un micro et qu'on est en train de faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire c'est pas du stand-up. En fait. C'est pas du stand-up. C'est un spectacle. Il y a de la lumière, il y a des drones qui volent dans le spectacle, etc. Faut pas rater ça, quoi. Hein. Ah oui. Donc, alors vous allez aller à la SNCF en sortant. Vous allez prendre des billets pour Lyon, d'accord. Vous partez en début d'après-midi, c'est rapide, et puis vous revenez le soir. Hein. Rappelez-nous la date alors. Pardon? La date? Alors Lyon le 13 décembre et Paris à l'Apollo le 29 mai. Voilà. Alors là, l'Apollo, hein, vous allez mettre vos casques d'astronaute et vous allez rêver, aller dans les étoiles avec moi. Je peux pas m'arrêter. Mais... Un message global. Un message global. Pour conclure. Écoutez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, j'ai envie de dire... C'est quoi les clés de succès? Les clés de succès, alors pour moi, c'est... il y en a deux. Très importante. La première, c'est qu'il faut arriver de bonne heure au travail. Première clé. La deuxième clé, c'est qu'il faut amener du bonheur au travail. Voilà. Eh bien, ça peut effectivement constituer le point d'orgue, le message un peu final, apporter du bonheur dans les entreprises, beaucoup d'énergie, d'écoute. On arrive au terme. Je regarde... non, il n'est pas là, Dimitri, mais en tout cas, je pense qu'on est à peu près dans le timing. 51. Juste un mot, parce que j'ai un peu trop fait ma promo et j'ai honte pour le spectacle. Donc, tous ceux qui passent par Lyon réellement la semaine prochaine, vous venez me voir et je vous donne un petit code et vous aurez une invitation gratuite au spectacle. Voilà. Ah, ça, c'est gentil. Passez me voir en sortant. Ça s'applaudit, ça aussi. Alors, puisqu'il reste, pour respecter vraiment précisément le timing, il nous reste 8-9 minutes. J'aimerais bien laisser la parole à la salle. S'il y a une ou deux questions, on y répond. Enfin, nos invités vous répondent sans problème. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, profitez-en. À l'un ou à l'autre de nos invités.
faut passer à la deuxième question tout de suite. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Mademoiselle, levez-vous. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. D'accord. Donc en parcours de création d'entreprise. Oui, ben, c'est des échecs. Il n'y en a pas d'échec, lui. Oui, mais si je m'intéresse, si je suis là aujourd'hui et que je m'intéresse aux associations du rebond, que j'en ai créé une avec un autre artiste, un photographe que tout le monde connaît ici dans le monde du rebond, Jean Le Courrier-Bory, qui a fait la photo de l'affiche. Et on a monté une association où on veut parler des difficultés des entrepreneurs en rigolant, voilà, en souriant. Et pourquoi on fait ça? Parce que lui, il a déposé le bilan il y a quelques années et il s'est soigné en devenant photographe. Il a fait sa psychothérapie photographique. Et moi, je ne suis pas passé loin. Il y a en 2009, mandat ad hoc, conciliation, les fesses super serrées, et c'est passé. Voilà. Et donc, 2009, on est en début d'année, on est 156 salariés. 2011, puisqu'on espérait qu'on a pris du temps à diminuer les effectifs, on a essayé d'attendre le plus longtemps, mais ça c'est pas reparti quand même. On s'est retrouvé à 80 personnes. Donc on a à peu près divisé par 2 les effectifs en 2 ans. C'était une épreuve, parce que vous avez vu, moi j'aime rigoler, j'aime créer, j'aime les choses, voilà, j'aime construire. Je suis un maçon. C'est comme si on demande à un maçon de casser un mur, quoi. Enfin, je veux dire, bon, s'il sait qu'il va en reconstruire un après, mais s'il ne voit pas s'il y a quelque chose à construire après, c'est difficile. Donc moi je suis passé par cette phase-là et ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ça m'a fait souffrir. Faut être clair, hein. C'était une épreuve. Moi j'ai utilisé la méthode de la compensation, c'est-à-dire à chaque fois que j'avais une mauvaise nouvelle, j'essayais de compenser par une bonne nouvelle. Donc j'ai été passer un diplôme d'œnologie à la faculté d'œnologie de Bordeaux. Du coup, je suis à moitié ivrogne. Parce que ça allait vraiment super mal. Quoi. Et vous m'avez dit que vous êtes un pessimiste actif. Je suis un pessimiste actif, oui. C'est-à-dire que quand ça... Oui, non, mais un optimiste, c'est quelqu'un qui dit ça va aller bien, ça va bien. Alors, il y a plusieurs définitions. Moi, non, moi, quand j'ai besoin que ça aille pas bien pour commencer à me bouger le derrière. Quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est ma nature. Mais oui, ça a été difficile. Moi, j'ai appris une chose de cette expérience, c'est que j'avais quand même une caractéristique, j'anticipe. Comme j'ai peur de l'avenir, j'ai peur que ça se passe mal, j'anticipe. Et donc, quand j'ai fait mon mandat ad hoc, j'avais 1 an de trésor devant moi. Je savais que pendant 1 an, on tenait. Et comme par hasard, la négociation du mandat ad hoc pour arriver à la conciliation, elle a pris 1 an. Et donc, on est un mandat ad hoc et une conciliation réussie parce qu'on a anticipé. Et donc, mon rôle, moi, dans le rebond avec les vigies des entrepreneurs, ça s'appelle comme ça, c'est de dire les patrons qui vont bien doivent aider ceux qui vont un peu moins bien, leurs copains, plutôt que de les laisser mettre la tête là dans le sable comme les autruches, enfin même si les autruches ne le font pas du tout, mais mettre la tête dans le sable, non. Se cacher, non plus. Il faut casser le tabou de l'échec pour l'éviter. Pas pour l'éviter en hauteur, comme ça. Non, pour éviter l'échec. D'accord ? C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Anticiper, ça permet d'éviter des faillites. Anticiper, ça permet d'éviter des pertes d'emploi. Et notre culture française, où on a honte de l'échec entrepreneurial, fait qu'à des moments, on ne sauve pas des boîtes qu'on aurait pu sauver. Voilà, ça, j'en suis intimement persuadé. Et je pense que tous les gens qui connaissent le sujet en sont eux aussi persuadés. Donc, anticiper, c'est vraiment ça. Donc, moi, j'ai pu anticiper, ça a marché. Et donc, ce qu'on dit dans nos spectacles, ce qu'on dit c'est d'anticiper, c'est vraiment ça. Il y a des outils, le mandat ad hoc, la conciliation, le médiateur du crédit, l'écho des chefs. S'il y a un mot que j'ai dit que vous ne connaissez pas là, oulala, vite, allez sur notre site internet, vous téléchargez un petit guide, c'est comment anticiper, parce que c'est essentiel. Et alors,
notre vrai problème en France, c'est qu'il y a des tas de gens qui disent « Mais non, mais il faut positiver l'entrepreneuriat, il faut positiver, positiver. » Mais oui, mais un sportif qui fait du judo, par exemple, qu'est-ce qu'il apprend? À tomber d'abord. Si on ne sait pas bien tomber, on ne se relève pas vite. Donc, parler de l'échec, ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Ça veut dire qu'on veut juste être prêt pour l'éviter. Voilà. Merci beaucoup. Bruno Rost, retenez ce nom, Tony Rostini, le pessimiste actif. Une toute dernière question. Est-ce que je peux faire bien sûr, pardonnez-moi. Une suggestion? Je n'avais pas vu le micro levé. Alors, en fait, c'est pas tant pour intervenir, c'est que moi, j'organise très souvent des conférences et la plupart, donc je vois souvent effectivement les gens et je trouve que quand on passe beaucoup de temps à entendre autant de contenu passionnant, ça rentre dans les oreilles, ça fourmille, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre un tout petit peu le temps de digérer ça, et rien de mieux pour digérer que d'en parler. Et je voudrais juste suggérer, si on peut s'accorder 2 minutes, que dans la salle, vous parliez pendant 2 minutes avec votre voisin, très simplement de qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que vous avez entendu. Parce que, je pense qu'on peut continuer encore à donner du contenu, mais je trouve que de temps en temps, c'est bien de vous permettre d'interagir aussi un peu entre vous, puis ça vous permet aussi de vous rencontrer, parce qu'il y a sûrement plein de belles synergies aussi à créer entre vous, et le rebond, c'est aussi savoir bien s'entourer. Donc voilà, si on peut juste se donner 2 minutes. Bonne suggestion d'Hélène de Saint-Front, de Biharmoniste. Donc échangez, vous avez vos voisins, vos voisines. Allez-y, qu'avez-vous retenu de tout ça?